Si vous étiez chassé par l'animal marin le plus dangereux de tous les temps, que feriez-vous? Ce prédateur apex de 50 tonnes a une mâchoire qui ferait ressembler n'importe quelle autre mâchoire à celle d'un poisson rouge. Et après 2 millions d'années d'attente, il est prêt à reprendre sa place au sommet de la chaîne alimentaire. J'espère que vous avez emporté un maillot de bain marron, parce que je suis ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le requin monstrueux dans En eau trouble. Cette équipe de scientifiques est sur le point de faire la découverte la plus horrible de leur vie. Au fond d'une fosse océanique, Jonas et son équipe de sauveteurs-plongeurs montent à bord d'un sous-marin détruit et se séparent pour rechercher les survivants. Alors que Jonas transporte le dernier survivant vers leur appareil, quelque chose d'énorme s'écrase sur le flanc du sous-marin, faisant tomber l'équipe et fait un cercle pour revenir à la charge dans une nouvelle attaque. Cette fois-ci, la coque est endommagée et l'eau commence à envahir le sous-marin, menaçant de les noyer s'ils ne sortent pas rapidement. Jonas réussit à monter à bord de l'appareil avec le survivant, mais ses coéquipiers sont toujours piégés à l'intérieur. S'ils ne partent pas maintenant, ils mourront tous. Il fait donc le choix difficile de refermer l'écoutille et de laisser le reste de ses hommes derrière lui. Le submersible de sauvetage s'éloigne à toute vitesse et juste à temps, parce que ce sous-marin particulier était chargé d'ogives nucléaires et déclenche une explosion gigantesque qui tue involontairement leur agresseur. Un requin monstrueux assoiffé de sang, le mégalodon. Ok. Sauver l'équipage d'un sous-marin coincé à des milliers de mètres sous la surface est une tâche qui peut s'avérer décourageante, et ce, avant même de découvrir que le prédateur le plus terrifiant de l'océan est tapis dans l'ombre. Le mégalodon est le plus grand requin à avoir jamais nagé dans les eaux de notre planète. On estime qu'il atteignait près de 18 mètres de long et pesait jusqu'à 50 tonnes, faisant passer le grand requin blanc moderne pour un ver rond en comparaison. Ces cauchemars des profondeurs mangeaient des baleines adultes au petit déjeuner, et ils n'auraient probablement même pas remarqué s'ils avaient avalé un être humain tout entier. Ils étaient la parfaite machine à tuer de la nature, dotés d'une bouche remplie de plus de 250 dents aiguisées comme des lames de rasoir qui atteignaient 18 cm de long, et d'une force de morsure de près de 18 000 kg, la plus forte de tout le règne animal. Quand il s'agit de sous-marins en difficulté, la fenêtre de temps est très limitée avant que la mission de sauvetage ne devienne une opération de récupération. Il faut donc agir vite, mais il faut aussi être sûr de savoir dans quoi on s'engage, parce qu'à ces profondeurs, toute surprise peut être synonyme de mort certaine. Il est difficile de croire que l'équipage n'avait pas déjà mentionné avoir été attaqué par un véritable monstre marin. Mais même si ça n'avait pas été évoqué avant, les sonars auraient dû mettre la puce à l'oreille des sauveteurs. Avec la technologie la plus avancée à leur disposition, un requin Goliath patrouillant dans la zone aurait été difficile à manquer. Et ils auraient dû trouver un plan pour l'éliminer avant d'envoyer une équipe de sauvetage sur son chemin. Donc voici le plan. Avant que l'équipe de sauvetage ne descende, il aurait d'abord fallu envoyer un drone sous-marin, suivi d'un submersible de plongée profonde avec une seule personne à bord, spécialement modifié pour transporter des torpilles guidées. Une fois que le drone aurait attiré le requin à une distance sûre de l'épave, le sous-marin aurait alors pu venir et réduire la créature en miettes, ouvrant ainsi la voie à notre équipe de sauvetage pour qu'elle puisse faire son travail sans interruption. Jonas s'en est peut-être sorti vivant, mais il a perdu le reste de son équipe dans le processus, et il aura bientôt une nouvelle chance d'égaliser le score. 5 ans plus tard, l'homme d'affaires milliardaire Jack Morris se rend en hélicoptère sur sa station privée de recherche en haute mer, où il rencontre le scientifique en chef, le Dr Zhang, et sa famille. Avec Su-Yin, la fille de Zhang, ils prennent un ascenseur pour descendre dans les tunnels sous-marins, et le propriétaire est complètement émerveillé. Su-Yin a même attiré 2 baleines à bosse pour l'occasion, en leur faisant écouter des chants de baleines. La station est une réalisation scientifique incroyable, mais en quelques heures seulement, leurs recherches vont devenir mortelles. Dans la salle de contrôle, Zhang lui présente le reste de l'équipe. Il y a Jax, l'ingénieur, le Dr Heller, le médecin, DJ, le pilote du rover, et Mac, le chef de la station. Il arrive juste à temps pour assister au lancement d'un sous-marin vers le fond de l'océan, qui s'apprête à faire une découverte qui pourrait tout changer. Zhang pense que ce qui pourrait se trouver au fond de la partie la plus profonde de l'océan pourrait n'être en fait qu'une couche de gaz glacé, qui cacherait un monde entièrement nouveau. L'équipage du sous-marin atteint le fond et avance dans le nuage, mais c'est là sa plus grosse erreur. Ils ne le réalisent pas encore, mais ils viennent d'entrer dans le territoire de chasse du prédateur le plus terrifiant qui ait jamais existé. De l'autre côté de la barrière glacée, ils découvrent tout un écosystème de créatures vivant autour des cheminées des grands fonds. L'équipage du sous-marin lance son rover et DJ prend les commandes tandis que l'appareil scrute la fosse à la recherche d'espèces jamais observées auparavant. À ce moment-là, quelque chose d'énorme apparaît sur le radar du submersible et se rapproche rapidement. DJ allume toutes les lumières pour mieux voir, mais le rover est instantanément happé par la créature et entraîné au loin. Elle fait demi-tour et cette fois percute le petit sous-marin, endommageant les systèmes et laissant l'équipage échouer au fond de l'océan sans possibilité de communiquer avec la base. Ok,
Ces chercheurs n'ont pas vu venir le Meg, mais lui les a bel et bien vus, et c'est bien là le problème. La lumière du soleil ne peut pas pénétrer jusqu'au fond de l'océan, mais ça ne veut pas dire qu'il y fait complètement noir. En fait, de nombreuses espèces sous-marines utilisent une adaptation appelée bioluminescence pour créer leur propre lumière par le biais de réactions chimiques, ce qui les aide et leur nuit de diverses manières intéressantes. Certaines espèces, comme le vampire des abysses, utilisent un liquide lumineux pour distraire leurs prédateurs et leur donner une chance de s'échapper, tandis que d'autres, comme la célèbre baudroie, font exactement le contraire, attirant leur proie vers la mort en l'attirant avec une petite boule de lumière qui semble être un repas facile pour un charognard qui ne se doute de rien. Les scientifiques auraient dû se rendre compte qu'en s'aventurant dans les profondeurs tout en étant illuminés comme un sapin de Noël, ils étaient sûrs d'attirer l'attention des monstres qui rôdaient dans les parages. Au lieu de devenir une cible lumineuse pour tous les prédateurs des abysses, l'équipe aurait dû utiliser ses connaissances pour élaborer un plan plus sûr. Ils auraient pu laisser tomber leurs lampes déployables pour éclairer la zone avant d'éteindre leurs projecteurs et de passer à un écran de vision nocturne dans leur capsule, ce qui les aurait rendus beaucoup plus difficiles à voir, tout en leur permettant d'observer leur environnement. C'est pas un plan infaillible, parce que les requins chassent principalement à l'ouïe et à l'odorat plutôt qu'à la vue. Mais tout ce qu'ils peuvent mettre en œuvre pour se rendre plus difficile à détecter en vaut la peine. Dès qu'une créature géante non identifiée est apparue sur le radar et a démoli le rover, c'était le moment de couper les lumières, de purger les ballasts et de remonter à la surface avant qu'il ne soit trop tard. Comme cet équipage de génies a décidé de rester assis et d'essayer de mieux voir le monstre marin, ils sont maintenant coincés plus profondément que quiconque n'est jamais allé auparavant, sans autre chance que de rester assis et d'attendre que quelqu'un fasse l'impossible pour venir à leur rescousse. Heureusement, ils connaissent l'homme qu'il leur faut, mais au vu de ses antécédents, rien ne garantit qu'ils s'en sortiront tous vivants. L'équipe de surface convoque une réunion d'urgence au cours de laquelle le Dr Heller explique qu'il a toujours accès aux signes vitaux de l'équipage. Ils sont tous encore en vie, pour l'instant, mais malheureusement, leurs options pour un plan de sauvetage sont limitées. Les valves de ballast du sous-marin sont bloquées, ce qui signifie qu'il ne peut pas remonter à la surface par lui-même. Et s'ils essaient de les remorquer, il y a une chance sur deux pour que les réservoirs explosent, brisant la capsule et les tuant tous. La connexion directe à l'écoutille ne fonctionne pas non plus, parce qu'elle est trop endommagée. Enfin, ils sont coincés à plus de 9 km sous la surface. Et un seul homme a déjà tenté un sauvetage à cette profondeur et a survécu. Mais après ce qui s'est passé lors de sa dernière mission, certains d'entre eux ne veulent pas faire appel à lui. La discussion est houleuse, mais Zhang dit qu'ils doivent envisager toutes les options, et la décision est prise. Jonas va avoir sa chance de rédemption, mais avant, ils vont devoir le retrouver. Au même moment, dans un bar situé sur les quais de Thaïlande, le sauveteur en disgrâce noie son chagrin, une bière à la fois, en faisant de son mieux pour oublier la fois où il a laissé ses amis se noyer, au sens propre du terme. Après s'être réveillé d'une mini-sieste, il enfourche sa petite moto et retourne vers son appart. Et il aperçoit un hélicoptère posé au bout de la rue. Mac et Zhang l'attendent déjà chez lui, mais il sait déjà ce qu'ils vont lui demander. Et il leur explique catégoriquement qu'ils ne pourront rien dire qu'il ferait retourner à l'eau. Une dizaine de secondes plus tard, ils lui apprennent que son ex-femme Laurie est à bord du sous-marin. Et c'est comme ça que Jonas sort de sa retraite. Le temps presse. Toshi commence à écrire une lettre à sa femme au cas où il ne s'en sortirait pas. Mais c'est alors qu'ils parviennent à rétablir l'alimentation des ordinateurs et des systèmes de survie. Tout à coup, le visage de Laurie change complètement quand elle réalise le danger auquel ils viennent de s'exposer. Elle tente d'éteindre les lumières, mais il est trop tard. Et une énorme créature fonce sur le sous-marin, projetant tout le monde dans les airs. Comme si les choses n'étaient pas déjà assez graves, Laurie se relève et se rend compte qu'elle vient de se prendre un morceau de métal acéré dans le rein. N'ayant aucune chance de s'échapper, ils éteignent les lumières. Coincés comme des sardines en boîte, à moins qu'un héros chauve et costaud ne vienne à leur secours. Le sous-marin perd de l'oxygène, ne laissant à l'équipage que quelques heures pour survivre. Soo-Yin décide alors de prendre son propre appareil pour essayer de les remorquer, mettant ainsi sa vie en jeu pour sauver l'équipe. Soo-Yin monte à bord de son submersible et descend dans l'eau. Puis elle se lance le long des tunnels vers les profondeurs. Jonas et les autres arrivent à la station, et après un rapide examen de santé avec son vieil ami le Dr Heller, il est autorisé à entrer en action. Le sauvetage est lancé. Une fois son équipement chargé dans le sous-marin, le centre de contrôle de la mission l'autorise à partir. Mais le syndrome de stress post-traumatique se manifeste quand il regarde l'abîme, comme s'il pouvait entendre les cris de ses frères tombés au combat. Au moment où tout le monde commence à s'inquiéter, il s'élance vers les profondeurs, détournant manuellement la puissance des moteurs pour une descente plus rapide. Les secours étant en route, le chef demande à Soo-Yin de retourner à la surface, mais elle refuse de faire marche arrière, traversant le nuage et pénétrant dans le terrain de chasse. Elle scrute le fond de la tranchée et finit par trouver le petit sous-marin échoué. Mais c'est alors que tout bascule. Quelque chose d'énorme renverse son appareil, mais ce n'est pas un requin.
Ses tentacules s'enroulent autour de la capsule, révélant qu'elle est en fait attaquée par le plus grand ennemi naturel du sous-marin, un calmar géant colossal. Alors qu'il semble sur le point d'écraser la capsule et d'aspirer Suyin comme une huître, le calmar lâche mystérieusement prise, devenant la victime du véritable prédateur de l'Apex, le Meg en personne. Suyin et l'équipe à la surface réalisent alors que Jonas n'était pas fou après tout. Il ouvre une brèche et demande à Suyin de couper ses lumières, mais le système est gravement endommagé et met trop de temps à s'éteindre. Le requin revient à la charge et s'apprête à l'achever, quand Jonas lance une série de fusées éclairantes pour l'éloigner. Sa capsule étant endommagée, elle prend sa seule chance de s'échapper et remonte à la surface, laissant Jonas terminer la mission tout seul. Il s'amarre au niveau de l'écoutille, utilise quelques outils pour se frayer un chemin et commence à tirer les autres vers le haut pour les mettre en sécurité. Évidemment, le requin revient, et s'il heurte les appareils alors qu'ils sont encore attachés, tout le monde va mourir. C'est alors que Toshi glisse la lettre dans la poche de son ami avant de sceller l'écoutille, se sacrifiant pour que les autres puissent s'enfuir. En un instant, le Meg l'écrase entre ses mâchoires, détruisant au passage un des évents hydrothermaux. Mais le chaos ne fait que commencer. Ok, c'est moi ou les voisins de Bob l'éponge ont l'air un peu brutaux ces jours-ci? Les responsables ont peut-être sauvé 2 chercheurs, mais ils ont aussi perdu un sous-marin, un rover et Toshi. C'est donc pas vraiment le moment de sabrer le champagne et de célébrer un travail bien fait. Le Meg est le véritable prédateur suprême ici, mais il faut être prêt à tout. Et s'il y a une chose sur laquelle toute mission sous-marine en eau profonde peut compter, c'est que tôt ou tard, un calmar géant se présentera à la fête. Vous pourriez demander aux ingénieurs de concevoir un système qui créerait un champ électrique à l'extérieur du sous-marin, éliminant le monstre quand il essaierait de vous attraper avec ses ventouses. Bon, si c'est pas assez excitant pour vous, que diriez-vous d'une tronçonneuse géante télécommandée que vous pourriez déployer pour couper les tentacules de la créature? Même le simple fait de recouvrir le sous-marin de pointe pourrait faire l'affaire. Si vous voulez faire de la science-fiction au fond de l'océan, il est logique de créer aussi des armes de science-fiction. Quand la créature a attaqué le rover puis la capsule submersible, nous avons découvert qu'elle était attirée par les sources de lumière, ce qui nous donne des informations importantes à exploiter. Vous devez réduire autant que possible la capacité de la bête à vous voir. Plusieurs espèces de poissons des grands fonds ont réussi à se rendre ultra noirs, ce qui leur permet d'absorber plus de 99% de la lumière qui les frappe et les rend presque totalement invisibles pour leurs prédateurs et leurs proies. Pour obtenir un effet similaire, les scientifiques ont créé un revêtement de nanotubes de carbone appelé Vantablack, qui absorbe si bien la lumière qu'il peut faire apparaître un objet tridimensionnel comme un vide plat bidimensionnel. Le revêtement Vantablack est également extrêmement hydrophobe, ce qui pourrait affecter le fonctionnement du sous-marin. Mais je vais pas m'asseoir ici et prétendre que je comprends parfaitement son fonctionnement. C'est la raison pour laquelle les ingénieurs sont payés au prix fort. En concevant le sous-marin de manière à ce qu'il absorbe le plus de lumière possible, les calamars géants et les mégalodons auront beaucoup plus de mal à me repérer sous la surface, ce qui me donnera peut-être l'avantage dont j'ai besoin pour mener à bien ma mission. Mais vous pouvez aussi envisager d'utiliser l'attirance des requins pour la lumière à votre avantage. Je voudrais armer mon sous-marin de balises déployables équipées d'explosifs puissants. Dès que le requin apparaîtra, je m'éloignerai à toute vitesse de l'épave avant de lancer les balises et d'attendre que le requin s'approche pour faire exploser les charges. Si vous parvenez à éliminer la grande menace, le reste du sauvetage ne devrait pas poser de problème. Et vous pourriez même sauver tout le monde, cette fois-ci. En parlant de sauver tout le monde, le sacrifice de Toshi était très héroïque, mais aussi très stupide. Ça peut sembler une idée folle, mais quand un requin de 18 mètres de long vous fonce dessus, vous devriez peut-être essayer de grimper plus vite. Laisser la femme blessée sortir en premier, c'est bien gentil, mais la galanterie n'existe pas quand on est 9 km sous l'eau. Et vous pouvez parier que je l'aurais poussé hors de mon chemin pour être sûr d'être la première à monter. Qu'il me jette des regards mauvais jusqu'à la surface, qu'est-ce que ça peut me faire? De toute façon, je quitterai ce boulot dès que nous serons sur la terre ferme. Maintenant qu'ils ont réussi à s'échapper, Jonas pense probablement qu'il sera de retour en Thaïlande à temps pour la prochaine happy hour. Mais la vérité, c'est que le Meg a d'autres projets. De retour à la surface, l'équipe se réunit dans la salle de réunion pour décider de la suite des événements. Zhang veut y aller doucement, parce que même si leur découverte pourrait changer le monde, elle a coûté la vie à leur ami. Maurice fait remarquer que pendant qu'ils réfléchissent à ce qu'il faut faire, la station lui coûte des millions de dollars et qu'ils doivent agir vite avant que d'autres scientifiques ne viennent s'attribuer le mérite de leur travail. Il a raison, mais Jonas n'est pas convaincu et promet que le Meg tuera quiconque sera assez stupide pour retourner là-bas. Pendant que les adultes discutent de la meilleure façon de rentabiliser la machine à tuer de 50 tonnes, Mei Ying va s'amuser avec ses jouets dans les tunnels sous-marins. Et elle est sur le point de réaliser qu'elle n'est pas seule. Alors qu'elle se promène dans une section inachevée, le Meg surgit de l'ombre derrière elle et s'attaque à la vitre avec ses énormes mâchoires. À l'étage, les adultes entendent le fracas et courent secourir la petite fille. Elle leur dit qu'il y a un monstre dehors, et quand ils se retournent, ils voient une énorme marque de morsure dans la vitre. Max s'approche pour mieux voir quand une énorme créature heurte la fenêtre, mais ce n'est que le bébé baleine à bosse.
Au bout d'un moment, il commence à se demander ce qui est arrivé à la mer, mais c'est alors que le Meg revient et croque la baleine en deux avant de nager hors de vue. L'équipe se retrouve dans la salle de contrôle où elle se rend compte que la destruction de l'évent hydrothermal a créé une brèche dans la barrière de glace. Même si la brèche n'était que temporaire, elle était suffisamment grande pour permettre à des dizaines de requins de la traverser. Et il est possible que ce Meg ne soit pas le seul à avoir réussi à s'échapper. Jonas dit qu'ils doivent retrouver le requin et le tuer, mais Soo-Yin veut prendre le monstre vivant. C'est alors que la station reçoit plusieurs appels de détresse provenant de navires proches. Déterminé à finir ce qu'il a commencé, l'équipage monte à bord d'un navire de recherche et se dirige vers la source des balises. Ce qu'ils trouvent n'est pas beau à voir. Les bateaux sont complètement détruits et il n'y a aucune trace de survivants. En fouillant les épaves, ils se rendent compte que les bateaux appartenaient à des braconniers de requins qui tuaient les animaux pour leurs ailerons. Zhang élabore un plan consistant à utiliser une cage à requins pour harponner le Meg, à l'aide d'une quantité mortelle de sédatifs. Mais le temps qu'ils préparent leur équipement, le requin aura disparu depuis longtemps. Maurice propose alors de l'équiper d'un traceur. C'est une bonne idée, mais il y a un petit problème. Ils devront s'approcher pour atteindre leur cible. Et comme le Meg est dangereusement hostile au bateau, quelqu'un devra nager pour l'atteindre. Comme personne ne veut se porter volontaire, Jonas enfile sa combinaison et se prépare à sortir de sa retraite pour la deuxième fois en 24 heures. Ok, je sais pas ce que vous pensez et croyez-moi, vos oreilles ne vous trompent pas. Ils viennent vraiment de convaincre ce type d'aller nager avec un mégalodon. Si c'était quelqu'un d'autre que Jason Statham, on pourrait lui garantir verbalement qu'il deviendrait de la nourriture pour requins en un clin d'œil. Il est soit très courageux, soit très stupide. Mais comme je suis ni l'un ni l'autre, je voudrais trouver une autre solution. De mon point de vue, vous avez quelques options évidentes qui n'impliquent pas de faire trempette avec un mastodonte mangeur de bateaux. Puisqu'il est trop dangereux de placer le traceur sur le requin, qu'est-ce qui les empêche d'essayer d'introduire l'appareil dans le requin? Il suffit de mettre le traceur dans un appât et de le jeter à l'eau en espérant que le Meg arrive et l'avale en entier. Bien sûr, il sera probablement dissous par l'acide gastrique ou vomi, mais ils n'ont besoin que d'une vingtaine de minutes pour préparer la cage du requin, ce qui devrait suffire. Si ça ne fonctionne pas, ils ne perdront qu'un traceur, et personne n'aura risqué sa vie dans le processus. Il est également possible de ne pas se préoccuper du traceur et de la cage à requin, mais d'aller directement à l'essentiel, c'est-à-dire l'élimination de l'animal. Voici ce que je pense. Puisque nous savons que le requin attaquera n'importe quel bateau qui passera à proximité, il pourrait charger un des canots de sauvetage avec des explosifs et l'envoyer là-bas comme un leurre. Le Meg poursuivra le canot, on fera exploser les charges quand il s'approchera, et boum, les humains seront de retour au sommet de la chaîne alimentaire. Mais s'ils sont partis à la chasse aux mégalodons sans emporter d'explosifs, ils n'auront que ce qu'ils méritent à ce moment-là. La troisième option est un peu moins conventionnelle, mais elle vaut quand même la peine d'être tentée. En cas d'échec, utilisez un bouclier de viande. Et heureusement pour vous, il se trouve que nous avons à bord un milliardaire cupide qui serait parfait pour ce travail. Il suffit de l'attacher avec une corde, de lui attacher une quantité mortelle de sédatifs sur la poitrine et de le pousser par-dessus bord pendant que vous vous enfoncez vers le soleil couchant. Avec un peu de chance, le requin mourra après avoir ingéré les produits chimiques. Et comme c'est essentiellement la faute de Maurice si la chose s'est échappée au départ, on pourra dire qu'il l'a mérité. Quelle que soit la solution trouvée, sauter dans l'eau avec seulement un fusil de chasse et le plot armor, comprenez l'armure du héros, ne serait pas mon premier choix. Mais c'est exactement ce que Jonas s'apprête à faire sous le regard de l'équipe. Il plonge du bateau et nage à la rencontre du requin sur son territoire. Et en plus, il doit s'approcher à moins de 30 mètres avant de pouvoir tirer. La bête descend sous la surface et Jonas met ses lunettes pour regarder autour de lui. Mais il ne voit rien dans l'obscurité. Il pourrait être n'importe où. Et bien sûr, le poisson monstrueux se rapproche, se mettant à portée de lance. Jonas vise et tire avec son fusil, touchant le requin en plein dans le mille. Il a réussi à faire sa part, mais il doit maintenant retourner au bateau. L'équipe commence à le remorquer, mais les vibrations attirent rapidement l'attention du Meg. Et soudain, Soo-Yin n'est plus la seule à penser que Jonas a l'air d'un bon casse-croûte. Il lance son arme et nage pour sauver sa vie dans une course qu'il n'a aucune chance de gagner. Le bateau fonce vers l'avant et le tire dans l'eau, juste hors de portée du monstre. Tout à coup, le monstre plonge sous la surface et remonte avant de bondir hors de l'eau pour un dernier coup de dent. Alors que Jonas est mis à l'abri, il le félicite d'être revenu vivant. Mais la bataille est loin d'être terminée. Maintenant que le traceur fonctionne, Zhang et le docteur préparent les sédatifs pour la deuxième phase de leur plan, pendant que Jonas inspecte la cage. Cette fois-ci, Soo-Yin se porte volontaire pour faire le travail, étant donné qu'elle est experte en anatomie des requins, et sait exactement où frapper. Elle met son équipement, s'arme de la lance et plonge dans l'eau. L'équipe fait de l'écume dans l'eau et attire une nuée de requins terrifiants qui entourent la cage. Mais soudain, ils disparaissent tous. Le radar montre le Meg qui s'approche, et il la surprend quand il la percute par le bas. Elle regarde l'énorme bête tourner autour d'elle. Il recule quand elle lui envoie un laser dans l'œil avant de revenir à la charge et d'attraper tout le cylindre dans sa gueule, entraînant Soo-Yin et tout le bateau dans une chevauchée inattendue.
Le treuil se tend et s'effondre, manquant de peu 2 membres de l'équipage, tandis que sous l'eau, Suyin vise le requin en plein dans les tissus mous de sa bouche. Le poison est administré. Il saisit la cage par le bas et semble sur le point de l'avaler entièrement avec Suyin toujours à l'intérieur. Jonas enfile rapidement son équipement et plonge dans l'eau en suivant le câble pour aller droit vers eux. Avant qu'il ne puisse s'en approcher, le mec s'éloigne d'un seul coup et fait pivoter la grue, envoyant Jax par-dessus bord. Le requin la sent heurter l'eau et libère la cage avant de se retourner vers le bateau, provoquant la chute de Suyin et la fissure de son casque sur la grille métallique de la cage. Maurice descend une échelle de corde pour mettre Jax à l'abri au dernier moment. À 1 seconde près, elle serait devenue de la nourriture pour requin. Au même moment, Suyin s'évanouit par manque d'oxygène. La grue tombe dans l'eau et s'apprête à l'entraîner dans sa chute, mais Jonas la tire de là juste à temps. Pendant ce temps, l'équipe utilise la deuxième grue pour créer un lasso de câble géant et attirer le requin avec un appât. Le plan fonctionne et arrête le requin à quelques mètres de Jonas et Suyin. Mais un des chercheurs est projeté par-dessus bord dans le processus. Furieux, le requin essaie de les dévorer avec son dernier sursaut d'énergie avant de finalement s'arrêter et de mourir du poison. Ok, ce type est vraiment allé nager avec le mégalodon 2 fois en l'espace d'une demi-heure et il a survécu pour raconter l'histoire. Quel tchad! Le problème, c'est que son plan n'a fonctionné que par chance. Si la grue ne s'était pas cassée et n'avait pas arraché la cage, il aurait pu servir de menu combiné 2 pour 1 au Meg. Une fois que le requin a commencé à essayer d'engloutir la cage en entier, de mon point de vue, 3 options s'offraient à vous. La plus évidente et la moins dangereuse pour votre propre vie était de lâcher le câble et de laisser le requin l'emporter. Ce qui me convient parfaitement, même si c'est certainement pas l'issue la plus héroïque. D'un point de vue purement pratique, le poison était déjà en lui, ce qui signifie que le Meg allait mourir de toute façon. Suyin connaissait les risques quand elle est entrée dans la cage. Je ne suis donc pas obligée de risquer ma vie pour la mettre hors de danger. La pauvre petite Mei Ying n'aura plus de mère, mais elle pourra toujours aller vivre avec son père et la prof de pilates avec qui il s'est enfui à Taipei. Et au moins, elle saura que sa mère est morte en héroïne. Elle a 2 parents. Mais moi, je n'ai qu'une vie, alors je vous laisse faire le calcul. La deuxième option serait de faire comme Jonas et de plonger dans l'eau, de nager jusqu'au Meg et d'espérer que tout se passera bien, ce que je n'ai absolument pas l'intention de faire. Il nous reste donc notre 3e option. Et encore une fois, je pense que ce serait le moment idéal pour utiliser un des canaux de sauvetage comme distraction. Nous avons vu que le requin s'est éloigné quand Jax est tombé à l'eau et qu'il a ensuite été attiré dans le piège par l'appât que l'équipage avait jeté. Il y a donc de fortes chances que le fait de l'attirer à poursuivre un des canaux aurait pu fonctionner. Attachez des appâts à l'arrière du canot de sauvetage, mettez les gaz et envoyez un des canaux au large. Avec un peu de chance, le mec sera attiré par le mouvement et l'odeur de l'appât, et il nagera pour mourir quelque part plus loin, vous laissant libre de prendre votre temps pour ramener Suyin en sécurité. Leur plan a fonctionné et ce Meg est mort, mais ils sont sur le point de découvrir qu'il y a encore d'autres poissons dans la mer. Plus tard dans la journée, Suyin se réveille dans son lit et remercie Jonas de lui avoir sauvé la vie une seconde fois. De retour à l'extérieur, l'équipage a accroché le Meg avec un câble et ce chercheur se penche pour prendre une photo. Tout se passe bien jusqu'à que le câble bouge, effrayant le bonhomme et l'envoyant en arrière dans l'eau. Il rigole bien jusqu'à ce que Jonas se rende compte que les dents de ce requin ne correspondent pas aux marques de morsure sur le tunnel de la station de recherche. Mais il est trop tard. Un requin 5 fois plus gros que celui qu'ils ont attrapé jaillit de l'obscurité, avalant l'homme tout entier avant de se jeter sur eux. Le bateau chavire, envoyant tout le monde à l'eau, et un par un, ils se précipitent vers la sécurité du bateau retourné. Réalisant qu'il est temps d'appeler les gros calibres, Maurice sort son téléphone satellite et demande à une équipe de mercenaires de le localiser. Jonas met Zhang à l'abri, vivant mais gravement blessé, tandis que Jax et le docteur Heller se démènent pour sortir de l'eau. Alors que le requin se rapproche, le docteur réalise qu'ils ne pourront pas s'en sortir tous les deux, et il décide de se sacrifier pour qu'elle puisse s'échapper. Son plan fonctionne, et le requin l'avale d'une seule bouchée, laissant une traînée sanglante dans son sillage, alors que l'ingénieur rejoint les autres survivants. Il saute sur les canaux de sauvetage et tente de s'enfuir à toute vitesse. Mais même à des kilomètres de l'épave, le requin n'abandonne toujours pas sa poursuite. C'est alors qu'un hélicoptère militaire passe au-dessus d'eux, frappant le requin avec une fléchette de repérage avant de l'effrayer dans une rafale de mitraillettes. Ils sont presque rentrés chez eux, mais malheureusement, il est trop tard pour Zhang, qui meurt dans les bras de sa fille. Il n'était plus qu'à quelques minutes de la sécurité, mais l'homme qui a tout déclenché a rejoint les autres disparus. L'équipage arrive enfin à la station de recherche et Suyin serre sa fille dans ses bras et l'emmène pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Pendant une réunion avec le reste de l'équipe, Maurice annonce qu'il a informé les autorités de l'existence du Meg et que le gouvernement chinois envoie 2 cuirassés pour l'éliminer. Le problème n'est plus de leur ressort et il fermera la station jusqu'à ce que le requin soit tué. Un navire arrivera pour évacuer l'équipe dans la matinée. Les chercheurs étant satisfaits pour l'instant, ils se faufilent sur le pont et montent à bord d'un hélicoptère. Mais comme on peut s'y attendre de la part d'un milliardaire, il n'a pas été honnête à 100% sur ses intentions.
Il s'en va accompagné d'un cadeau spécial, plusieurs paquets d'explosifs puissants conçus pour servir de grenades sous-marines. Comme il n'a pas les moyens de faire face aux retombées du carnage du Meg, il a l'intention de traquer le requin et de l'éliminer lui-même. Il embarque à bord d'un bateau tactique et avec une équipe de mercenaires, ils suivent l'hélicoptère jusqu'à ce qu'ils aperçoivent le Meg nageant juste sous la surface. Une fois leur cible atteinte, ils larguent les charges, faisant exploser la créature en morceaux nauséabonds. Arrivant à côté du cadavre, Maurice envoie un de ses hommes de main récupérer les dents de la créature, et il observe une nuée de requins qui viennent s'en nourrir. Tout à coup, ils disparaissent tous, et l'homme revient avec la nouvelle que la créature n'a pas de dents du tout. Réalisant qu'ils ont accidentellement tué une baleine, Maurice crie à son équipe de partir d'ici, et ils appuient instantanément sur l'accélérateur, ce qui a pour effet de le faire tomber en arrière, sans qu'ils s'aperçoivent que leur patron est allé prendre un bain de minuit. Ils voient le Meg approcher et nagent pour se mettre à l'abri. La bête croque la baleine à quelques mètres et Maurice se hisse sur la carcasse pensant qu'il vient d'échapper à la mort. Mais c'est à ce moment-là que le Meg revient en jaillissant hors de l'eau et en le prenant comme accompagnement. Ok, on parle d'un patron horrible. Je pense que nous l'avons tous vu venir et après tous les problèmes qu'il a causés et les employés innocents qui sont littéralement morts pour qu'il puisse poursuivre son rêve, je peux pas dire que je suis triste de voir ce type partir. Il est peut-être mort, mais le reste de l'équipe doit encore nettoyer ses erreurs. Et je pense qu'on peut dire sans risque de se tromper, Jack Morris, t'as merdé. Commençons par le début. Tu as décidé de prendre ton énorme richesse et de la déverser dans une station de recherche en haute mer au lieu de faire quelque chose de productif, comme nourrir les nécessiteux ou lancer une voiture de sport d'250 000 $ dans l'espace. T'as jamais vu Jurassic Park ou quoi? Espèce d'imbécile! Tu devrais savoir que dès qu'un homme d'affaires avide et des scientifiques naïfs se rencontrent, il s'ensuit toujours une effusion de sang sans nom. Combien de fois devrons-nous encore mettre notre nez là où il ne faut pas avant de vous faire intégrer qu'il vaut mieux laisser certaines choses dans le passé? Et surtout quand il s'agit de monstres préhistoriques des profondeurs. Comme si l'éruption d'une cheminée hydrothermale et l'ouverture d'un portail vers les abysses permettant à des prédateurs de 60 pieds de long de s'y engouffrer n'étaient pas suffisantes, tu as décidé de mentir à tes employés et de les laisser bloqués en mer, avant de sauter dans ton hélico et de prendre les choses en main pour tenter d'éviter un désastre bien mérité en matière de relations publiques. Une démarche classique de milliardaire. Foutre notre vie en l'air pour le reste d'entre nous, puis revenir avec des excuses et tenter de dissimuler ton implication. Tu as tout fait pour encourager la machine à tuer assoiffée de sang sur ce coup-là, et je pense que nous avons tous apprécié de devoir recevoir la monnaie de ta pièce. Au matin, Mac jette un dossier avec rage quand il réalise que Maurice leur a menti, et qu'il n'a jamais contacté le gouvernement pour les avertir, parce qu'il voulait garder l'incident hors de la vue du public. Jonas réalise alors qu'ils doivent agir rapidement avant que d'autres personnes innocentes ne soient tuées, et il dit à l'équipe qu'ils doivent prendre les choses en main, chargeant Jax de pirater le traceur et de localiser le requin pendant que lui et les autres chargeront le bateau d'évacuation pour la bataille. Grâce au GPS, ils découvrent que le Meg se dirige tout droit vers Sanya Bay, où se trouvent certaines des plages publiques les plus fréquentées à l'est du New Jersey. Mac tente d'avertir les autorités locales, mais celles-ci ne croient pas à son histoire de requins préhistoriques qui rôdent dans les eaux, ce qui signifie qu'ils devront mettre un terme à ces ravages par eux-mêmes. Le plan est simple, attirer le Meg dans une zone peu profonde près d'une île au large de la côte en utilisant des champs de baleines, puis l'abattre à l'aide d'une torpille improvisée. Ils montent dans leur submersible et n'ont plus un instant à perdre, parce que le requin vient d'arriver à Sanya Bay, et ils s'apprêtent à transformer ce piège à touristes en hachoir à viande. Ok, c'est l'heure de l'affrontement final, et il aurait été bien d'avoir des renforts. Je me dois de demander, à quoi pensait Mac? Dire au gouvernement qu'un requin préhistorique était en liberté, 1. Ils ne vont évidemment pas le croire, et 2. Il aurait été bien plus judicieux de dire qu'un énorme groupe de requins normaux était en route. De cette façon, les plages auraient été évacuées, et les militaires auraient pu découvrir la vérité au fur et à mesure. Étant donné qu'il est impossible d'obtenir le soutien des autorités en raison de la mauvaise gestion de Mac, le projet de jouer des champs de baleines me donne une idée de la façon dont nous pourrions obtenir des renforts moins conventionnels. Bon, écoutez-moi, vous connaissez l'expression « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Alors dans le cas présent, le requin est notre ennemi. La question logique suivante est donc de savoir quel est l'ennemi du requin. Heureusement pour nous, il existe un animal dont même les grands blancs ont peur. L'orque, surnommée la baleine tueuse. En fait, ce nom n'est pas le fruit du hasard. Un couple d'orques mâles vivant au large des côtes d'Afrique du Sud est devenu célèbre pour avoir tué un nombre incroyable de 17 requins en une seule journée. C'est exactement le genre d'instinct de tueur dont nous avons besoin si nous voulons abattre le Meg. Malheureusement, 1 ou 2 orques ne feront probablement pas le poids face à lui, même s'ils sont très forts. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces bad boys chassent en meute, ou plutôt en groupe si on veut être scientifiquement correct. En règle générale, un groupe d'orques peut être composé de 5 à 30 baleines, et à l'occasion, ces groupes s'unissent pour former des groupes de plus de 100 baleines. Plus le nombre de baleines augmente, plus les chances que le requin gagne la bataille diminuent. Et s'il y a suffisamment de baleines dans l'arène océanique, même le Meg n'aura aucune chance.
C'est pas gagné, mais au lieu de jouer des chants de baleines à bosse pour attirer le meg, je mettrais des chants d'orques pour espérer attirer un groupe de ces bêtes sur les lieux. Regarder une bande d'orques combattre le meg aurait été une bataille épique. Mais il semble que Jonas va faire ce qu'il fait le mieux, et compter sur la chance pour s'en sortir. La plage et l'eau sont bondées de nageurs, mais ils sont tous trop occupés à s'amuser au soleil pour se rendre compte qu'une machine à tuer préhistorique les encercle. En nageant sous une plateforme flottante, le mec s'en mêle dans la chaîne et fait tomber le dispositif de repérage. Puis il entraîne ses filles surfer sur l'eau. Alors que tout le monde commence à s'apercevoir que quelque chose ne va pas, une femme crie au requin et tout le monde se précipite pour se mettre à l'abri. Mais il est trop tard et le meg commence à les cueillir par douzaines. Au moment où il s'apprête à attaquer ce groupe de nageurs, l'équipe laisse tomber dans l'eau un haut-parleur diffusant des chants de baleines. Et le meg se met à nager en direction de la source du bruit, où Jonas et Souyin l'attendent à bord de leur submersible lourdement armé. Le requin surgit de nulle part et manque d'attraper Souyin, mais elle s'éloigne à temps. Jonas arme sa torpille, mais il ne peut pas tirer, parce que le meg est trop proche de leur bateau. Alors qu'il se retourne pour le poursuivre à travers le récif, Jonas plonge dans un système de tunnels, évitant de justesse les mâchoires du monstre. Mais il endommage son appareil dans le processus. Quand il ressort du récif, il revient vers Souyin et utilise l'hélice du bateau pour avoir plus d'espace et qu'elle puisse ajuster son tir. Elle lance la torpille, provoquant une explosion si forte que les hélicoptères de la presse viennent jeter un coup d'œil. Mais c'est raté, et le meg est toujours à l'attaque. Cette fois, Souyin attire le requin dans la direction de Jonas, mais quand il essaie de tirer, il se rend compte que sa torpille est bloquée. Le meg le poursuit sous le bateau tandis que les deux hélicoptères distress percutent, l'un d'eux s'écrasant sur le navire et obligeant tout le monde à sauter à l'eau pour se mettre à l'abri. L'équipage étant en danger, Jonas éloigne le meg du navire et l'emmène en pleine mer. À court d'options et d'artillerie, il a une dernière idée et fonce droit sur la bête, faisant semblant de s'élever avant de redescendre et d'utiliser l'aile endommagée de son submersible pour ouvrir le ventre du monstre par en dessous. C'est un coup dévastateur, mais pas suffisant pour l'arrêter, et le petit sous-marin n'a plus de batterie, le laissant en rade à sa merci. Alors que le mec tourne toujours autour de l'appareil, il le prend dans ses mâchoires et ses dents percent la capsule. Jonas se dégage juste à temps et s'accroche à son flanc avec son couteau de plongée. Puis il enfonce une longue tige de métal pointue directement dans son globe oculaire. Immédiatement, la nature reprend ses droits. Et une nuée de requins arrive pour finir de déchiqueter le meg. Au moment où Souyin vient à la rescousse, le reste de l'équipe est sauvé par un yacht de passage, où ils s'assoient tous pour boire une tasse de café et porter un toast pour avoir survécu à cette folie. C'est enfin terminé. Et après une bataille acharnée, Jonas a enfin l'occasion de prendre sa retraite. Du moins, jusqu'à ce que le meg revienne. Mais qu'en pensez-vous ? Que feriez-vous si un requin mutant, géant, préhistorique, génétiquement modifié vous poursuivait ? Feriez-vous comme un banc de poissons en nageant avec le reste des gens effrayés ? Ou bien feriez-vous comme Jason Statham et donneriez-vous un coup de poing au requin en pleine gueule ? Dites-moi ce que vous feriez dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!